question essentielle. Car aux yeux des théoriciens de la transition postmoderne, les questions épistémologiques et méthodologiques sont d'une importance capitale. Et dans leur volonté constructiviste, elles permettent en effet de réviser en profondeur les bases métaphysiques, épistémologiques et culturelles sur lesquelles s'est édifiée la modernité. Mais ces questions épistémologiques et méthodologiques ne doivent pas occulter les enjeux politiques et culturels de la transition postmoderne. Parce que cette transition implique la formulation des projets globaux de réforme culturelle et de resocialisation des individus dans le sens d'un reflux des valeurs collectivistes et matérialistes, d'une part, et d'autre part, d'une appropriation des valeurs individualistes et post-matérialistes, d'autre part. Et c'est la raison pour laquelle nous assistons depuis quelques décennies à une critique sans ménagement des dégâts et toutes les institutions collectives qui constituent la mondialité. Donc je parle des dégâts, je parle de la nation. D'ailleurs, actuellement, on assiste à un processus de fragmentation accélérée des nations. Mais c'est l'un des effets justement de la postmodernité. Il y a le phénomène, n'est-ce pas, du fédéralisme qui est à l'ordre du jour, des séparatismes de toutes sortes qui caractérisent non seulement les pays africains, mais l'Europe elle-même, l'Europe occidentale elle-même, les États-Unis qui sont en voie de fragmentation, la Californie par exemple, qui aujourd'hui demande son détachement des États-Unis. Voilà. Alors voilà le genre de problème auquel nous avons affaire lorsqu'il s'agit précisément de ce que j'ai appelé ici le reflux des valeurs collectivistes et matérialistes et l'appropriation des valeurs individualistes et post-matérialistes. Quand il affirme préférer l'ironie au bon sens et l'ironiste au métaphysicien, Richard Rorty, par exemple, nous situe au cœur même du problème qui nous occupe ici. Car il reconnaît que sa philosophie est porteuse d'un projet politique d'essence libéral et néolibéral en fait. Or, Rorty affirme que le but d'une société libre est juste et de permettre l'éclosion d'un type d'hommes privatistes, esthétisants et irrationalistes. Il conteste les métaphysiciens qui sont convaincus que, par nature, les êtres humains désirent savoir. Il affirme ensuite que, pour l'ironiste libéral, au contraire, l'objet de la pensée discursive n'est pas de savoir, en quelque sens susceptible d'être expliqué par des notions telles que la réalité, l'essence réelle, un point de vue objectif, la correspondance du langage avec les réalités, etc. En résumé, la transition postmoderne veut rompre avec toute conception qui correspond à la définition supériorisante de l'homme comme sujet connaissant et qui donc prétend lui assigner un idéal de vie et théorétique. Tout ce qui est contraire à ce que présentait ici même hier le docteur Foucault. Donc il y a justement opposition entre ces deux visions du monde. C'est donc sur cette base que se sont édifiées les épistémologies et les méthodologies postmodernes. Elles visent, selon Batinon, la fragmentation du sujet, la destruction des structures stables de l'être, sa défondation, l'affaiblissement de son identité, la fluidification des horizons historiques, l'affirmation du caractère esthétique de la vérité, etc. Alors lorsqu'on parle de la fragmentation du sujet, il n'y a pas que seulement le sujet qui sera fragmenté, les actions aussi seront fragmentées. Alors moi je suis un adepte de Facebook, et ce qui me frappe justement, c'est que les intellectuels africains qui poussent vers le fédéralisme et vers le séparatisme sont justement recrutés parmi les c'est eux qui demandent la fragmentation des nations et la fragmentation des individus également. Voilà. Et ça, c'est un phénomène extrêmement important. Donc, toutes les questions que nous vivons, par exemple, dans notre pays actuellement, ont été théorisées, ont été pensées. Il y a toute une abondante littérature
qui permet de comprendre ce qui nous arrive, parce qu'ici au Cameroun, on a l'impression que cette affaire-là tombe du ciel ou que c'est spécifique au Cameroun. Non, c'est un phénomène spécifique à l'époque postmoderne et à la postmodernité elle-même. C'est donc la raison pour laquelle nous n'avons pas vraiment à nous inquiéter de ce qui nous arrive. De toute manière, nous ne sommes pas seuls, n'est-ce pas, dans cette galère. C'est une galère qui concerne tous les pays qui sont engagés, n'est-ce pas, dans la voie de la postmodernité. Porteuse d'un projet politique, social et culturel cohérent, les épistémologies et les méthodologies postmodernes ambitionnent de détruire l'ordre civilisateur pétrifié. Selon elle, pétrifié par la raison, la loi, des États, des nations, si vous voulez. Sorti du droit de la cuisse et de Nietzsche, les partisans de la transition postmoderne pensent que la sauvagerie dionysiaque signale les époques de grande créativité scientifique et culturelle. Et voilà la raison pour laquelle ils insistent sur ce qu'ils appellent, par exemple, le brouillage des codes rationalistes, la relativisation du sujet absolu, etc. Voilà. Il me faut maintenant, je vais bientôt conclure, il nous faut maintenant insister sur ce qui fonde méthodologiquement les recherches d'inspiration postmoderne. Et je le dis tout de suite, il s'agit, ces recherches-là, se sont fondées sur un paradigme. Il faut bien retenir au centre de ce paradigme-là. C'est le paradigme culturel et le paradigme linguistique. Ce qu'on appelle en anglais la cultural turn et la linguistique turn. C'est vrai que l'épistémologie postmoderne, que la culture et le langage sont devenus des paradigmes à part entière. Et ce nouveau paradigme est venu supplanter les autres paradigmes plus anciens, par exemple le paradigme politique, qui, comme son nom l'indique, décrivait la réalité sociale en termes politiques autour des couples dialectiques, par exemple du roi et de la nation, de l'ordre et du désordre, du peuple et de la révolution, etc. Maintenant, le paradigme économique et social, qui structurait la pensée et l'action autour de la production des richesses, des inégalités, des classes sociales, de la justice sociale, eh bien, tous ces paradigmes-là, ce paradigme, le paradigme économique et social, est contesté aujourd'hui, il est même relégué. Affirmé contre l'idée de totalité sociale consécutive au triomphe de l'individualisme, eh bien, le paradigme culturel paraîtrait mieux adapté, d'après les penseurs postmodernes, à une économie globalisée et constituerait de nouveaux schémas explicatifs du monde. Il impliquerait une vision non sociale, écoutez bien cela, une vision non sociale du social, et rendrait compte des interrogations tournant autour de la sexualité, de la religion, de la place des minorités, etc. Et une fois qu'on a dit cela, en fait, on a tout compris. On comprend très bien ce qui nous arrive actuellement. C'est chez Samuel Huntington que se trouve sans doute l'expression la plus radicale du paradigme culturel. La prétention de cet auteur est de substituer à la causalité historique fondée sur la lutte des classes dans la société du monde, une causalité d'un type nouveau fondée sur les grands cycles des civilisations. Avec le paradigme de la culture et de la civilisation, Huntington croit détenir la clé universelle pour déchiffrer les énigmes de l'histoire. Il renoue ici avec les grands chaînes de l'époque impérialiste où la civilisation, son destin, son déclin, son choc avec les autres, fut érigé au rang de principe explicatif universel pour rendre compte du mouvement de l'histoire mondiale dans son ensemble. Je pense par exemple aux travaux de Nietzsche, aux travaux de Oswald Spengler et quelques autres. Marx déchiffrait les énigmes de notre monde avec les concepts opératoires de la lutte des classes. Huntington lui oppose le paradigme de la culture et de la civilisation. Vous voyez qu'il y a là deux visions du monde vraiment contradictoires. Il y en a qui, là, Marx veut comprendre l'histoire avec un concept opératoire de la lutte des classes, le concept d'inspiration économique. Huntington, lui, préfère un autre paradigme, le paradigme de la culture et de la civilisation. Et pour Huntington, l'histoire des hommes est synonyme de l'histoire des civilisations. Il est impossible de concevoir l'histoire de l'humanité autrement qu'en termes culturels et civilisationnels. À la lutte des classes, Huntington oppose les conflits communautaires et les guerres civilisationnelles, qui constitueraient la matière même de l'histoire universelle. C'est donc de cette manière qu'au paradigme politique et social, Huntington
et ces épigons africains, parce qu'ils sont très nombreux dans la recherche africaine, Boutiton substitue le paradigme culturel et civilisationnel qui aurait l'avantage de développer une grille de lecture relativement simple pour la compréhension des événements majeurs de notre époque. Je ne sais pas s'il a raison, mais je le crois. L'approche culturelle et civilisationnelle met l'accent sur les liens culturels, personnels et historiques qui unissent les hommes les uns aux autres ou qui les séparent les uns des autres. Dans la question de la richesse, ou la question de la différence de l'inégalité d'accès à la richesse, ou bien cette question-là est évacuée au profit justement de la question de l'identité, la question de la culture, la question de la langue, comme d'ailleurs, une fois de plus, c'est le cas dans notre propre pays. L'approche culturelle et civilisationnelle met l'accent, donc mettons l'accent sur ces questions importantes. Et cette approche souligne l'obsolescence des grandes alliances idéologiques qui ont marqué la politique mondiale des derniers siècles. Et selon l'idéologue américain, les alliances définies par l'idéologie et les relations avec les superpuissances sont remplacées par des alliances définies par la culture et la civilisation. Notez très bien que c'est cela qui conduit la politique américaine, par exemple, au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'il est question maintenant de regrouper les différentes sociétés moyen-orientales autour des communautés religieuses, autour des communautés linguistiques, et en tout cas autour des identités primaires. Les frontières politiques se réduisent de plus en plus pour correspondre à des frontières culturelles, c'est-à-dire ethniques, religieuses et civilisationnelles. C'est au nom de cela que de nombreux peuples aujourd'hui demandent la séparation des États constitués à l'époque de la modernité. Les conflits culturels remplacent les blocs de la guerre froide et les frontières entre civilisations sont désormais les principaux points de conflit à l'échelle mondiale. En termes clairs, les peuples et les pays qui ont des cultures semblables auront désormais, d'après Huntington, tendance à se rassembler en communauté, tandis que ceux dont les cultures sont différentes seront enclins à s'éloigner et à se séparer. Et nous avons ici affaire à quelque chose d'extrêmement important. Et bien jusque-là, nous avions affaire à la formation de communautés politiques. Donc les communautés étaient fondées sur des intérêts politiques et sur ce que Renan appelait l'adhésion volontaire, le plébiscite de tous les jours. C'est-à-dire que nous sommes indépendants, personne n'est prisonnier de sa tribu, personne n'est prisonnier de sa langue, de sa religion. Donc la nation, eh bien, c'est une adhésion volontaire et c'est un plébiscite de tous les jours. Maintenant, eh bien, on a pris justement la direction inverse. Et d'ailleurs, le conflit le débat devrait tourner aujourd'hui autour de l'affrontement qui a eu lieu au XIXe siècle entre Ernest Renan d'un côté et Strauss de l'autre. Parce que Renan avait une conception politique de la nation, tandis que Strauss avait une conception ethnique de la nation. C'est cette conception ethnique de la nation qui nous est servie actuellement. Les sociologues comme Alain Touraine prétendent que l'économie globalisée aurait ruiné les fondements de la société. Et dans son effondrement, cette dernière aurait entraîné, avec des catégories analytiques de classe, bourgeoisie, classe ouvrière, etc., qui rendaient le monde intelligible. Parce que pour comprendre le monde à cette époque-là, eh bien, on était obligé de se référer à ces catégories. Pour affiner l'opposition entre le paradigme social et le paradigme culturel, précisons donc que le premier implique que l'individu se réalise à travers les idéaux collectifs, tandis que le second suppose que l'individu se réalise par le biais des choix culturels qu'il opère en matière de sexualité, de religion, d'esthétique, etc. Alors, ma question est la suivante. Est-ce là notre choix? Est-ce la voie que nous devons suivre? Mon point de vue, c'est que, et j'ai terminé par là, notre choix doit être différent du choix de la gauche postmoderne
et qui, comme nous le savons, est un compagnon de route de la droite la plus réactionnaire. L'objectif avoué, et d'ailleurs, cette gauche postmoderne s'appuie beaucoup sur le matérialisme culturel. Et c'est ce matérialisme culturel-là qui alimente le radicalisme politique de la nouvelle gauche et qui met donc en confrontation, et qui organise toute une confrontation avec les doctrines de l'émancipation et de la libération. Et nous savons que l'objectif avoué du matérialisme culturel est de dépasser le marxisme orthodoxe qui avait alimenté, on se le rappelle, les doctrines de la libération. Il faut donc expliquer pourquoi l'histoire sociale est devenue le domaine préféré des historiens radicaux, tout en apparaissant comme le terrain de confrontation privilégié entre les partisans de la pensée scientifique, les partisans de la pensée marxiste et les historiens sociaux d'une part, les partisans de la nouvelle école, les historiens sociaux postmodernes d'autre part. Et le point du discours reste invariablement le même. La prétention du postmodernisme a tout réduire en texte, y compris la réalité sociale elle-même. Et c'est cette prétention qui a conduit l'histoire sociale postmoderne à chercher à substituer les modes du discours aux modes de production en tant que base de l'histoire. Et je conclue en disant qu'une telle perspective ne peut que rendre triviaux la pauvreté, la faim, la torture et l'oppression des peuples dans le passé en rabaissant ces expériences au simple rang des discours. Et je cite là un mot de David Kerr qui avait écrit un texte extrêmement intéressant pour contester la vision du monde proposée par l'épistémologie postmoderne qui tente tout en texte ou en langage, y compris la réalité sociale, y compris l'économie elle-même. Monsieur le modérateur, monsieur Rizola, chers amis, je vais d'abord m'arrêter. Je pense avoir répondu peut-être imparfaitement à la question que vous posiez tout à l'heure. La question, n'est-ce pas, que le collégiat se pose. Nous autres, au collégiat, nous essayons de répondre à toutes ces questions avec les outils méthodologiques qui sont les nôtres, mais en tenant aussi compte de la différence de point de vue. Il y a tout un débat au sein du collégiat, au sein des chercheurs du collégiat, entre les partisans de cette approche postmoderne et les partisans de la nouvelle école, et nous sommes obligés de vivre avec cette contradiction permanente. Je ne sais pas si elle sera un jour confrontée, mais de toute manière, c'est l'histoire elle-même qui tranche ce genre de débat. Le chercheur est là pour proposer des pistes, les hommes politiques sont là pour prendre des décisions, et les peuples sont là également pour agir. Et c'est ainsi que les grandes questions, les grandes controverses idéologiques sont aussi tranchées dans l'histoire de l'humanité. Je vous remercie.